Avant de commencer, il est fortement conseillé aux spectateurs de faire preuve de discernement. Ce qui suit est à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Voici le témoignage complet de Cuba Gooding Jr. dans le cadre du procès fédéral de Sean Diddy Combs, tel qu'il a été rapporté par Inner City Press. Cuba Gooding Jr. prit la parole dans un tribunal fédéral, visiblement marqué par des années de scandales, d'apparitions en cours et de titres de presse ternis. L'acteur, qui avait une fois été salué pour ses performances, acclamé par la critique, était désormais un homme confronté à son propre passé. Lorsqu'il s'installa sur le banc des témoins, une lourde tension s'installa dans la salle. Pour la première fois, il allait s'exprimer publiquement sous serment sur ses liens avec Sean Diddy Combs, un nom qui, dans le monde du showbiz, était devenu synonyme de scandale et de controverse. La salle d'audience est tombée dans un silence pesant, la tension étant palpable alors que Cuba Gooding Jr. s'avançait pour témoigner. L'acteur, autrefois adoré par les critiques et le public pour son rôle dans Jerry Maguire, ressemble désormais à une personne très différente. Son visage, marqué par des années de scandales, de comparutions devant les tribunaux et de gros titres peu flatteurs, porte le poids de ce qu'il a vécu. Il avait l'air fatigué, épuisé, mais déterminé. L'homme qui se tenait devant le jury n'était plus une star d'Hollywood, mais un témoin, un homme prêt à affronter son passé, à dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Il prit une profonde inspiration, un lourd soupir résonnant dans toute la pièce avant de prendre le micro. Il ajusta l'appareil, baissa les yeux sur ses mains tremblantes avant de les poser calmement sur le bar. Sa voix, petite mais ferme, résonna tandis qu'il prononçait les mots qui marquèrent le tournant de l'événement. « Je ne suis plus là pour protéger qui que ce soit », a-t-il commencé. Il s'arrêta, comme si chaque mot qu'il était sur le point de dire portait un fardeau. « Je suis là pour dire la vérité, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. » Le moment était solennel et plein de sens profond. La salle d'audience, désormais remplie de spectateurs et de journalistes, semblait perdue dans ses pensées, comme si chaque mot de Cuba Gooding Jr. résonnait dans ses oreilles. Tout cela résonnait dans leurs oreilles, tout cela résonnait à leurs oreilles, planant dans l'air. Sont tous attendus avec une attention extrême. Les caméras ont capturé chaque action, chaque mot, alors que le procès prenait une tournure sans précédent. Le procureur, un homme calme et professionnel, a commencé à l'interroger sur ses premières rencontres avec Sean Diddy Combs. L'incident s'est produit au début des années 2000 lors d'un événement social où les deux hommes se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Cuban a expliqué que Diddy est un homme puissant et charismatique qui sait manipuler ceux qui l'entourent pour les faire se sentir spéciaux, comme si chaque interaction était un privilège. Mais à mesure que l'interview se poursuit, Cuba révèle que cette attirance cache une réalité bien plus sombre. Il sait comment vous faire sentir comme la personne la plus importante de la pièce, a-t-il déclaré, mais cela a un prix. Le procureur a ensuite demandé des détails sur un événement qui allait devenir l'un des moments les plus mémorables de son témoignage. La tristement célèbre fête sur un yacht où Diddy aurait offert à Cuba un cadeau spécial. La pièce devint encore plus silencieuse. Cuba baissa les yeux un instant comme pour se rappeler ce qu'il avait vécu cette nuit-là. « Je pensais que c'était juste une nuit normale, a-t-il avoué, mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont il a dit « J'ai quelque chose de spécial pour toi ». C'est étrange. Il regarda dans le vide, sa voix tremblant légèrement, tandis qu'il continuait « Lil Rod me manque ». Il se tenait là, silencieux et effrayé. Il n'avait aucune raison d'être là. L'acteur s'arrêta à nouveau, comme si chaque mot qu'il prononçait devenait plus difficile à prononcer. « Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai jamais touché ce garçon. Je le jure devant Dieu. » Il leva la main et regarda le jury droit dans les yeux. « Ce que Diddy voulait que je fasse, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas joué à ce jeu. » Cuba Gooding Jr., il avait l'air épuisé. Ses yeux profonds et sincères trahissaient la douleur qu'il ressentait non seulement pour ce qu'il avait traversé, mais pour ce qu'il ne pouvait pas arrêter à ce moment-là. Le procureur a alors posé la question décisive. « Vous êtes-vous senti piégé ce soir-là » Cuba hocha la tête, la voix tremblante, presque chuchotant. « Oui, oh mon Dieu, oui. Vous ne pouvez pas dire non à Sean Combs, il vous fait comprendre sans dire un mot. » Ces mots sonnaient comme une confession sérieuse. Cuba expliqua que, bien qu'il sentît quelque chose de terrible se produire autour de lui, il ne savait pas comment réagir. Il quitta la fête plus tôt que prévu lorsqu'il réalisa que ce qui se passait était bien plus sinistre. « J'ai fait des erreurs, beaucoup. » Il s'arrêta un instant, son regard se déplaçant, avant de retrouver son calme. « Oui, j'ai payé pour mes erreurs, je me suis fait pardonner, j'ai vécu l'enfer. Mais ce n'était pas moi. » L'émotion dans sa voix était claire. Les larmes qu'il retenait depuis si longtemps étaient sur le point de couler. Ce témoignage n'est pas seulement un appel personnel, mais aussi un cri du cœur, un désir de se libérer du fardeau qu'il porte depuis de nombreuses années. La salle d'audience, habituellement bruyante et animée, était désormais figée.
Personne n'osait respirer trop fort, comme si chaque mot prononcé par Cuba Gooding Jr. avait une importance capitale. Le procureur, semblant percevoir la gravité de l'instant, laissa un silence s'installer avant de poser une nouvelle question. Il avait à présent le sentiment que l'acteur n'était plus seulement un témoin, mais un homme brisé par son passé, mais aussi un homme en quête de rédemption. Quand le procureur joua un enregistrement d'une déposition où Lil Rod décrivait l'incident, Cuba resta figé. Il écouta, implacable, les mots qui étaient désormais gravés dans l'histoire judiciaire de ce procès. Après la lecture, Cuba se tourna vers le jury et, d'une voix brisée, conclut « Si j'ai fait quoi que ce soit pour mettre qui que ce soit mal à l'aise, je suis désolé. Mais je n'ai touché ce gamin, je n'ai touché personne à cette fête. » Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il s'adressait à la cour. Et si l'équipe de Sean veut me prendre pour bouc émissaire maintenant que tout est en train de s'effondrer, ils ont choisi le mauvais homme. Cuba détourna son regard, regardant fixement le tissu dans ses mains. Il murmura, presque pour lui-même, « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais j'avais peur. » Ce fut un moment de vérité, un moment où la salle d'audience réalisa que les mensonges qui avaient circulé pendant des années allaient enfin céder la place à la vérité brute et dévastatrice. L'ombre de Didi. La tension qui régnait dans la salle d'audience ne cessait d'augmenter à mesure que Cuba Gooding Jr. poursuivait son témoignage. L'acteur, désormais fragile mais plus déterminé que jamais, s'efforçait de mettre en lumière un système de silence et de peur qui avait dominé une grande partie de sa carrière. Après avoir révélé l'incident choquant de la soirée en yacht, il n'était plus question de se cacher derrière des excuses ou des justifications. Le silence de ces années, et la complicité qu'il avait ressentie en choisissant de ne rien dire, pesaient désormais lourd sur ses épaules. Cuba avait décidé de parler pour mettre fin à l'impunité qui semblait avoir régné, non seulement autour de Didi, mais dans tout un système où le pouvoir se manifestait à travers des secrets étouffants et des intimidations incessantes. Le procureur, toujours aussi concentré, continua à interroger Cuba sur ses relations avec Didi, cherchant à comprendre l'étendue de l'emprise de ce dernier sur l'industrie du divertissement. Cuba expliqua que, bien avant que les événements de la soirée en yacht ne révèlent que la véritable nature de Didi, il avait déjà ressenti que quelque chose clochait dans la manière dont ce dernier gérait ses fêtes et ses rencontres professionnelles. Cela a commencé comme n'importe quelle autre soirée à Hollywood, commença-t-il, une expression de fatigue traversant son visage. Vous savez, les tapis rouges, les verres de champagne, les conversations pour réseauter, tout cela fait partie du jeu. Mais au fur et à mesure, les invitations de Didi devinrent de plus en plus exclusives. L'acteur se remémora un événement marquant, une soirée à Miami, dans la somptueuse demeure de Didi. Il se souvenait de l'étrangeté du moment lorsque, à l'entrée, chacun devait remettre son téléphone portable. Rien d'étrange à cela dans le monde de la célébrité, où la vie privée est souvent mise à mal. Mais ce qui le frappa particulièrement ce soir-là, c'était la distribution de robes pour les invités. Ce n'était pas une soirée de gala, dit-il en se frottant les yeux, visiblement perturbé par le souvenir. C'était un thème, dit-on, mais une fois à l'intérieur, c'était comme si on entrait dans un autre monde. Cuba marqua une pause, cherchant ses mots. Il n'était pas en train de se défendre, mais de décrire un processus de transformation qui avait eu lieu sous ses yeux, un processus auquel il avait choisi de ne pas prendre part à l'époque. Il expliqua que, à partir de ce moment, il avait eu l'impression d'être entré dans un espace où les règles de la société normale étaient de suspendues. Les invités, qui avaient été invités à porter des robes et des costumes, étaient en fait là pour participer à quelque chose de bien plus sinistre, une sorte de jeu d'influence orchestré par Didi lui-même. « Je suis entré dans cette maison, dit-il d'une voix plus basse, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait cette atmosphère, c'était oppressant, comme si les gens étaient là pour une autre raison que celle qu'ils croyaient. » Cuba continua décrivant des scènes d'une ambiance bizarre où des invités, qui semblaient être des amis et des partenaires d'affaires, étaient poussés à se conformer aux attentes non écrites du pouvoir. Il se souvint de la manière dont Didi orchestrait les conversations, dirigeait les regards et les actions comme un marionnettiste invisible mais omniprésent. Les invités, pris dans le piège de la célébrité et du réseau, se laissaient affaire, laissant Didi mener les festivités de son propre chef. C'était comme une scène d'un film, dit Cuba, sauf que ce n'était pas un film, c'était la réalité. Mais ce qui le perturba encore plus, ce fut l'aspect de plus en plus secret des événements. Didi, avec son pouvoir, créait des situations où les règles étaient inexistantes, où les attentes devaient être respectées sans poser de questions. Tout le monde savait ce qui se passait, mais personne ne parlait, continua Cuba. C'était une sorte d'accord tacite. Vous fermiez les yeux, vous fermez votre bouche et vous continuez à avancer. Les murmures se poursuivèrent dans la salle tandis que Cuba révélait des détails de plus en plus sombres. Il parle de ces fameuses soirées à huis clos où les invités, souvent des célébrités ou des producteurs influents, se retrouvaient pris dans des jeux de pouvoir et de manipulation.
Mais tout le monde semblait accepter ses comportements comme faisant partie du prix à payer pour entrer dans le cercle de l'élite. Le procureur demanda alors à Cuba s'il avait vu d'autres signes de comportement répréhensibles, d'abus potentiels, au cours de ces soirées. Cuba hocha lentement la tête. « J'ai entendu des cris », confia-t-il. « J'ai entendu des pleurs, mais je n'ai jamais vu la violence de mes propres yeux. Ce que je savais, c'est que certaines femmes disparaissaient dans des pièces à l'arrière de la maison, certaines pleuraient, d'autres semblaient être prises de panique. » La voix de Cuba se brisa alors qu'il réalisait à quel point il avait ignoré ces signes, à quel point il avait choisi de détourner les yeux. Il se souvenait des soirées où des femmes, les yeux pleins de peur, avaient été emmenées dans des pièces isolées, et pourtant, il avait choisi de ne rien dire. « Nous savions tous, murmura-t-il, mais personne n'a rien dit. Nous avons tous fermé les yeux. » Le procureur, observant la réaction de Cuba, continua d'interroger l'acteur sur les événements qu'il avait vécus et observés. Cuba commença à se rappeler d'autres soirées, d'autres comportements inquiétants. Lors d'une fête à Las Vegas, il se souvint d'une jeune femme qui semblait être dans un état de confusion, ses yeux suppliant de l'aide. Cuba se tourna vers le procureur, ses mains tremblant à peine visibles. « Je l'ai vue, dit-il, sa voix se brisant. Elle m'a regardé dans les yeux, je l'ai vue, mais je n'ai rien fait. » Il baissa les yeux, honteux de ce qu'il avait été. Je l'ai laissé partir, comme tous les autres. Je me suis dit que ce n'était pas mon problème, mais je savais que c'était le mien. La pièce était désormais si silencieuse que l'on pouvait entendre un souffle de chaque côté de la salle. Cuba Gooding Jr. ne parlait plus comme un acteur, mais comme un homme brisé qui se battait contre sa propre culpabilité. Il avait été un témoin muet de ces événements, un complice silencieux qui avait regardé sans intervenir, qui avait fait semblant de ne pas voir, trop effrayé pour affronter la vérité. Cuba se leva lentement une dernière fois pour terminer son témoignage. Il était épuisé, mais il avait trouvé la force de parler, de dire la vérité qu'il avait cachée pendant trop d'années. « Le silence ne protège personne », redit-il, sa voix forte et claire. « Il rend juste les monstres plus forts. » Ces derniers mots laissèrent une empreinte indélébile, un appel à la justice et à la vérité qui résonna dans les couloirs du tribunal et bien au-delà. La vérité dévoilée. À mesure que le témoignage de Cuba Gooding Jr. avançait, la salle d'audience semblait se resserrer autour de lui, comme si chaque parole qu'il prononçait était une épée à double tranchant, coupant à travers les années de secrets et de mensonges. Les murmures des jurés, les cliquetis des stylos des journalistes, tout cela semblait avoir disparu, englouti par la force de ses mots. Après avoir détaillé les soirées bizarres et inquiétantes de Didi, il semblait que l'acteur n'avait plus rien à perdre. Mais c'était dans la dernière partie de son témoignage qu'il allait briser définitivement les chaînes du silence. L'air de la salle d'audience était devenu lourd, une atmosphère glaciale se formant autour de chaque mot de Cuba. Il se leva de nouveau, mais cette fois, il ne semblait plus hésitant, ni brisé. Sa voix était plus ferme, bien que toujours marquée par l'émotion, comme s'il était enfin prêt à libérer la vérité qu'il avait retenue trop longtemps. « Je n'ai jamais parlé de cette partie-là », commença-t-il, son regard se fixant dans le vide. « Il y a une nuit, à la maison de Didi à Los Angeles, quelque chose s'est passé que je ne peux pas oublier. » L'audience se tendit instantanément. Les jurés, les avocats et même le public retinrent leur souffle, comme si chacun savait que cette révélation allait marquer un tournant définitif dans l'affaire. Le procureur n'eut même pas besoin de poser de questions pour l'inciter à continuer. Cuba, maintenant décidé, reprit la parole, son ton beaucoup plus grave et solennel. « C'était une fête », dit-il, sa voix plus basse. « Vous savez, le genre de fête où tout le monde doit signer un accord de confidentialité avant d'entrer. On vous donne un masque, on vous dit que c'est pour le thème de la soirée, mais je savais que ce n'était pas normal. » Cuba ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de revivre cette nuit-là sans la revivre. « Je suis monté à l'étage à la recherche de Didi, et là, j'ai entendu un cri perçant, terrifiant. J'ai couru vers la porte d'où venait le bruit, et je l'ai vue. Une jeune fille. Elle hurlait. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Le silence dans la salle était tel qu'il semblait presque le sentir sur sa peau. J'ai vu un garde de sécurité fermer la porte rapidement, comme s'il voulait que personne ne voie ce qui se passait à l'intérieur. Le procureur se pencha en avant, intrigué par ce qui venait d'être dit. Mais Cuba ne se laissa pas interrompre. Il continua, sa voix brisée par la douleur du souvenir. Je suis allé vers le garde, je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu, froidement, « Cette pièce est interdite, monsieur Gooding. » Les mots résonnèrent dans l'espace clos de la salle d'audience. J'ai essayé de comprendre, mais il m'a regardé, comme si j'avais posé une question interdite. Alors, j'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'ai rien dit à personne. Sa voix se brisa à cet instant, mais il n'interrompit pas son récit. C'est ça le plus terrible. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai rien fait. Je me suis dit que ce n'était pas mon affaire et je l'ai laissé là. Cuba fit une pause, les yeux fermés, la tête baissée. Le souvenir semblait le hanter, le clouer sur place. La salle était dans un silence absolu, les spectateurs aussi choqués que lui par la confession qu'il venait de faire.
Son geste de se libérer de ce poids semblait aussi cathartique que dévastateur. Il redressa la tête et regarda le jury, ses yeux remplis de larmes non versées. Et puis, après cette nuit-là, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas un incident isolé. J'ai commencé à comprendre que beaucoup de gens comme moi savaient, mais personne ne disait rien. Sa voix tremblait à mesure qu'il se remémorait ces moments de complicité silencieuse. Nous étions tous là, à faire semblant que tout allait bien, à ignorer ce qui se passait. Il se frotta les yeux avec sa main comme s'il tentait d'effacer ce qu'il avait vu, mais cela était impossible. Mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de garder le silence. Le procureur, observant attentivement, posa la question suivante. « Cuba, pourquoi parler maintenant ? Pourquoi venir témoigner aujourd'hui ?» Il savait que cette question était cruciale, que c'était là un point décisif. Cuba respira profondément avant de répondre, sa voix plus calme, mais empreinte d'une gravité nouvelle. « Parce que j'ai un fils, dit-il. Et je sais ce qui se passe quand on ne dit rien. Le silence ne protège personne, il rend les monstres plus forts. » Il leva les yeux vers la galerie, regardant les journalistes et les spectateurs présents, comme pour leur dire que cette vérité ne concernait pas seulement Didi, mais tout un système, une industrie entière. Quand j'ai vu des gens s'éloigner de moi, quand j'ai vu mes amis me tourner le dos, je me suis dit que c'était parce qu'ils savaient. Parce qu'ils savaient que j'avais été dans ces maisons, dans ces fêtes. Mais je suis resté, j'ai gardé le silence, parce que j'étais effrayé. Cuba s'arrêta un instant. Il semblait plus calme maintenant, comme s'il avait trouvé une forme de paix dans ses paroles. Mais je ne veux plus me cacher. Ce qui se passe dans ces maisons, ce n'est pas juste des fêtes. Ce sont des prisons de silence. Et je refuse d'être complice de cela plus longtemps. Il prit un moment pour s'essuyer les yeux, puis se tourna de nouveau vers le procureur. Quand les affaires ont éclaté, que les histoires ont commencé à circuler, j'ai vu les mêmes filles, des filles différentes, mais avec les mêmes regards, le même air effrayé. Il baissa la tête, visiblement en proie à une profonde culpabilité. Je n'ai rien dit alors. Je pensais que personne ne me croirait. Je pensais que ce serait juste une autre rumeur, une autre accusation contre moi. Les mots de Cuba résonnaient dans la salle comme un aveu sincère, un appel à la justice qui transcendait son propre cas. Il avait été l'acteur, l'homme public, mais il était aussi désormais un témoin, un avertisseur du système qu'il avait vu se développer sous ses yeux et qu'il n'avait jamais osé dénoncer. Mais ce n'était pas la fin. La dernière partie de son témoignage allait venir à la surface, et avec elle, les révélations qui changeraient tout. Ce que je veux que vous sachiez, dit-il, sa voix maintenant plus forte, c'est qu'il n'y a pas que moi dans cette situation. Il y a des dizaines de personnes, des célébrités, des producteurs, des athlètes, des influenceurs, des gens qui sont venus à ces fêtes et ont vu la même chose que moi. Il fit une pause regardant autour de la salle, mais ils n'ont rien dit, comme moi. Ils ont gardé le silence. Et c'est ça, la vraie maladie, le silence, la honte. Il se redressa, prêt à conclure. J'étais complice. Nous étions tous complices. Mais ce n'est plus le cas. Pas pour moi. Pas aujourd'hui. Et là, dans cette salle d'audience, au milieu de toutes les révélations terribles, Cuba Gooding Jr. regarda droit dans les yeux de l'audience, et pour la première fois depuis des années, il sembla libre. Ce que j'espère, dit-il lentement, c'est que quelqu'un entende ça, que quelqu'un d'autre se lève, parce qu'il est trop tard pour moi, mais peut-être qu'il est encore temps pour d'autres. L'appel à la vérité Cuba Gooding Jr. s'assit de nouveau sur le banc des témoins, la fatigue visible sur son visage, mais la détermination toujours présente dans son regard. La salle d'audience, qui avait retenu son souffle pendant tout son témoignage, semblait suspendue à ses lèvres, comme si chacun attendait que l'acteur prononce ses derniers mots. Le moment était venu de clore ce chapitre, mais l'impact de ses paroles résonnerait longtemps après que le verdict serait rendu. Ce qu'il venait de dire n'était pas seulement une confession, mais un cri de vérité. Un appel à la justice qui ne pouvait plus être ignoré. Les poids du silence et de la complicité avaient été déposés sur la table, et il était désormais impossible de revenir en arrière. Le procureur, qui avait suivi attentivement chaque parole, resta silencieux pendant un moment, lui permettant de se ressaisir avant de poser la question décisive. « Qu'est-ce que vous voulez que le monde retienne de votre témoignage, monsieur Gooding ?» Cette question semblait simple, mais elle était lourde de sens. Après tout ce qu'il venait de dévoiler, après avoir levé le voile sur des pratiques systématiques et des années de secret, que restait-il à dire ? Cuba leva les yeux, fixa l'horizon comme s'il cherchait la réponse au-delà de la salle d'audience, puis il parla, sa voix plus claire que jamais. « Le silence est une chaîne, dit-il, et chaque mot semblait lourd d'une vérité universelle. Le silence nous lie tous, et j'ai été esclave de cette chaîne pendant trop longtemps. Mais je viens de la briser. » Il laissa un long silence suivre cette déclaration. Les murmures dans la salle s'éteignirent alors que l'impact de ces mots se faisait sentir. Ceux qui étaient présents comprenaient que ce qu'il venait de dire n'était pas simplement un appel à l'action dans cette affaire, mais un appel à briser un cycle, à mettre fin à une culture du silence qui englobait bien plus que ce procès. Cuba continua, sa voix devenant plus forte et plus assurée.
Je veux que les gens comprennent que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler. Vous n'avez pas besoin d'avoir une image impeccable. Ce que vous devez avoir, c'est le courage de dire la vérité. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Je ne cherche pas la rédemption. Ce n'est pas entre mes mains, c'est entre les mains de Dieu. Mais je suis ici pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Protéger ceux qui n'ont pas pu se protéger. Il se tourna vers le jury, son regard empreint d'une gravité nouvelle. Ce n'est pas facile. Le monde vous dit de fermer les yeux. Il vous dit que c'est mieux ainsi, que personne ne se souviendra. Mais non, ils vont se souvenir. La force de ces mots fit vibrer l'air autour de lui, comme si chaque syllabe brisait une barrière invisible qui avait existé trop longtemps. Cuba était un homme en quête de rédemption, certes, mais ce qu'il voulait avant tout, c'était que la vérité éclate. Il n'avait plus peur, il n'avait plus honte de ce qu'il avait observé et de ce qu'il avait omis de faire. Son visage, autrefois marqué par la peur et l'incertitude, semblait maintenant être celui d'un homme libéré. Les images des soirées de Didi, des scènes qui avaient eu lieu derrière les portes fermées, étaient maintenant exposées au grand jour. Hollywood n'est pas ce qu'il semble être, dit-il, sa voix chargée de cette triste réalité qu'il avait découvert trop tard. Les gens vous regardent de l'extérieur et pensent que tout est brillant, que tout est parfait. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. C'est un cauchemar poli, un endroit où les secrets sont la monnaie d'échange, où la loyauté se mesure en silence. Ces mots, bien que durs, n'étaient à ne plus teinter de peur. Ils étaient prononcés par un homme qui avait enfin trouvé la force de dire ce qu'il savait depuis trop longtemps. Cuba marqua une pause comme pour laisser ses paroles imprégner l'audience, puis il reprit, sa voix plus calme mais pleine de résolution. Didi a construit un empire sur le silence. Il a nourri ce système. Mais ce n'est pas seulement lui. Il y a des dizaines de personnes qui étaient là, qui ont vu la même chose, qui ont entendu les mêmes cris, mais qui ont choisi de se taire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur. Peur de perdre leur carrière, leur place, leur pouvoir. Il secoua la tête, une profonde tristesse se peignant sur ses traits. Et moi, j'étais l'un d'eux. J'ai choisi de me taire, mais je ne peux plus. Cuba regarda alors vers la défense, là où Didi était assis, silencieux, sans expression, mais sans doute conscient de la tempête qui se déchaînait autour de lui. « J'espère que tu entends ça, Sean. J'espère que tu te souviens de chaque cri, de chaque femme, de chaque soirée que tu as transformée en un lieu de souffrance. Parce que nous, on se souvient. » Ses yeux pleins de douleur se fixèrent un instant sur le tableau des accusés. Puis il se tourna à nouveau vers le jury. « Le monde doit savoir. Ce que vous entendez ici, ce que vous voyez, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un jeu. C'est la réalité, et elle doit changer. » Son regard s'adoucit alors qu'il adressait un dernier message à la salle. « Je parle aujourd'hui, pas pour moi, mais pour ceux qui n'ont jamais pu parler. Pour les femmes, pour les enfants, pour les innocents, je parle pour ceux qui n'ont pas eu de voix. » Il se redressa et jeta un dernier regard vers les jurés, les spectateurs et le public en dehors de la salle avant de conclure, la voix pleine de vérité et d'espoir. « Ce n'est jamais trop tard pour changer, mais il faut commencer. Et ce début, c'est aujourd'hui. » Les dernières paroles de Cuba Gooding Jr. flottèrent dans l'air comme une onde de choc, pénétrant chaque coin de la salle d'audience, chaque âme présente. Le silence qui suivit était lourd de signification. L'acteur n'avait pas seulement témoigné contre une personne, il avait témoigné contre un système, une culture qui avait permis de telles atrocités pendant trop d'années. Et il avait brisé ce silence. L'histoire qu'il avait partagée allait résonner bien au-delà des murs du tribunal et peut-être, juste peut-être, offrir une chance de guérir à ceux qui avaient été victimes du pouvoir et de l'influence et qui, jusque-là, n'avaient jamais eu la chance de dire leur vérité. Et alors que la salle se vidait, que les jurés se levaient et que les reporters se précipitaient pour rendre compte de ce moment historique, une chose était claire, la voix de Cuba Gooding Jr. avait changé les choses à jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de la partager avec tout le monde autour de vous. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez un instant pour vous abonner. Cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chaque abonnement est une véritable motivation pour moi à continuer de produire du contenu de qualité et à vous offrir des vidéos toujours plus intéressantes. Alors, n'attendez plus et rejoignez notre communauté. Votre soutien est précieux et me permet de continuer ce projet avec enthousiasme. Merci encore d'être ici et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Omomom.